Bonjour à toutes et à tous, 100% éleveurs en direct du sommet de l'élevage jusqu'à 14h30. L'invité du jour, je vous le présente, c'est un ancien rugbyman, ailier centre, il a longtemps joué à Castres, c'est Thomas Combezou. Bonjour Thomas. Bienvenue sur le plateau, les chroniqueurs d'aujourd'hui qui vont nous accompagner tout au long de l'émission. Alors il y a Pauline Garcia qui est déjà là. Bonjour. Pauline. Aujourd'hui on va faire un petit pas de côté par rapport au bien-être de l'animal et parler du bien-être de l'éleveur et notamment de son corps. On va parler sport. Tout à fait. Et ensuite on accueillera pour la rubrique prévention Jean-Rodolphe Chalessin. Il est technicien prévention chez Groupama et on va parler prévention routière. Ensuite on parlera dans la rubrique énergie avec Blandine et son invité, enfin son collègue Vincent de Acte Agri Plus. On parlera des meilleurs conseils, en tout cas des choses à savoir avant de se lancer dans un programme ou dans un projet plutôt Agri-PV. Et on finira cette émission avec une shifteuse. Je vous expliquerai ce que ça veut dire tout à l'heure pour ceux qui ne connaissent pas. C'est Anne Godard, elle est éleveuse ovine. Et on commence avec toi Thomas, pardon. Voilà, pour en savoir un peu plus, je disais tout à l'heure que tu étais un ancien rugbyman, c'est tout récent en fait. Tu étais rugbyman professionnel jusqu'à juin 2023 si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Ouais, juin 2023 et depuis, j'ai arrêté ma carrière. Ouais, ça s'est arrêté comment, sur une blessure ? Oui, une blessure contractée en décembre 2022, ligament croisé avec latéral interne, donc plus ménisque. J'ai fait la totale, voilà. Et là, c'est impossible de continuer une carrière pro avec. Et là, c'était terminé. Et après, là, j'étais là aussi, donc ça a fait une pierre deux coups. Au lieu de regretter mon passé rugbystique, j'ai accepté le fait de passer à autre chose. Et maintenant, agriculteur, d'ici mai 2025. Voilà, actuellement en cours d'installation. Et donc du coup, effectivement, c'est aussi un retour puisque toi tu es fils d'agriculteur et que tu rejoins ton frère en fait, qui est sur le GAEC, qui a repris plutôt la ferme familiale. Alors explique-nous un peu, donc vous êtes en Limousin comme on peut le voir sur ton manteau. Comment est la ferme ? Est-ce que tu peux nous la décrire un peu ? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'installe à la place de mon père aujourd'hui qui prend la retraite d'agriculteur, qu'il l'a prise déjà. À partir de décembre, il l'a prise. On est sur une structure de 150 mères. Donc 150 vélages, ça fait à peu près 450 animaux sur l'exploitation quand on est plein. Sur une SAU à peu près de 290 hectares, 300 à peu près. Vous faites de la sélection et de l'engraissement, c'est ça ? On fait de la sélection et de l'engraissement, donc on fait des veaux repoussés entre 18 et 24 mois. Et après on fait des vaches aussi de réforme et on fait de la reproduction, donc on vend nos repros, on fait beaucoup de sélection, beaucoup d'insémination sur l'exploitation pour améliorer les index, la facilité de naissance. Le bien-être de l'animal mais aussi le bien-être de l'éleveur parce que quand ça naît tout seul et qu'il n'y a pas besoin d'être là au cul de la vache à 3h du matin, je pense que la sélection c'est assez important. Ça fait du bien. Et vous êtes aussi, tu me disais par ailleurs, vous êtes aussi assez autonome, quasiment totalement autonome pour les rations alimentaires. Ouais, quasiment autonome, on produit notre céréale, notre maïs, on a juste besoin de notre apport en minéraux et voilà. Vous vendez des repros mais vous vendez aussi en circuit court, je crois, de la viande ? Voilà, donc tout ce qui est viande, donc surtout sur les vaches de réforme, on essaye de privilégier le local. Donc on a une boucherie qui a une dizaine de kilomètres de l'exploitation, ainsi qu'un restaurant où ils se partagent une demi-bête chacun. Et après, on essaye de valoriser la viande par l'intermédiaire d'un grand nom aussi que j'ai connu grâce à Castres, donc qui est Bigard, avec qui j'ai quelques connaissances et dont certaines bêtes viennent ici là sur le secteur de Clermont-Ferrand à Auchan-Aubière avec qui aujourd'hui on a passé quand même un bon partenariat et c'est surtout le fait d'avoir une certaine valeur humaine avec la personne qui représente la boucherie du Auchan qui fait qu'aujourd'hui on passe
sur ce circuit pour essayer d'améliorer au maximum leur vente de viande. Et c'est passé par le rugby quelque part, hein. C'est passé par le rugby et surtout une troisième mi-temps, mais une troisième mi-temps d'éleveur où la personne joue au rugby et était là ce soir-là et qu'on m'avait présenté. Donc ils ont passé la soirée ensemble, on a passé la soirée ensemble et ce soir-là on a fait affaire. Voilà. Ouais, c'est l'histoire d'une rencontre. Écoute Thomas, Pauline a choisi un sujet super raccord avec ta venue ici puisqu'on va parler sport. Tu continues à t'entretenir toi, à faire du sport ? Alors j'essaye au maximum, mais c'est vrai que suite à ma blessure et l'arrêt de ma carrière, c'est assez difficile aujourd'hui de se dire allez, il faut que j'aille courir, parce qu'en fait je l'ai tellement fait régulièrement, tellement fait souvent, des fois sans avoir vraiment envie, qu'aujourd'hui c'est le plus dur. Mais comme je suis maintenant représentant ou plutôt référent sur l'école de rugby des Glotons, donc du club des Glotons. Tu fais courir les autres. Je fais courir les autres, mais en même temps je cours pendant l'entraînement. Ah, c'est bien. Donc régulièrement je cours après les petits pour leur donner les ballons. Voilà. Je suis très expressif sur un terrain en tant que formateur, et après sur l'exploitation aussi quand on dresse les animaux ou quand il faut aller se balader. Donc, bien sûr. On retrouve tout de suite Pauline dans la rubrique 100% bien-être. Et alors Pauline, en fait, juste avant de te donner la parole, tu es allée à la rencontre des éleveurs. Tout à fait. Pour leur demander justement s'ils faisaient du sport. Tu as fait une enquête quand même, avant de te lancer dans les préconisations. Donc on va regarder ça tout de suite et savoir ce qu'il en est. Poser quelques questions ici au sommet de l'élevage aux éleveurs pour savoir si régulièrement ils pratiquent du sport. Est-ce que vous faites du sport? Je faisais de l'équitation. D'accord. Puis après, j'ai vendu le cheval par manque de temps. Non, pas le temps. Bonjour. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous faites du sport? Ah oui. Oui, je fais du vélo, chez nous, c'est en pente. On a trouvé le meilleur des éleveurs qui s'entretient. Ah ouais? Dans ça le se voit sport. pas? J'osais pas le dire. Est-ce qu'il est de bonne humeur? Est-ce que le sport, vous sentez que Joker. Je blague, il est de très bonne humeur. Ça se voit sur lui, regardez. C'est vrai qu'il est joyeux. Il respire le bien-être du Cantal. Voilà. Quand on va chercher nos animaux, on marche à pied, voilà quoi, ça se fait naturellement. Le cardio. Voilà, on fait un peu de sprint de temps en temps, donc pourquoi pas. Tu fais du sport à stagiaire ou pas? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pratiquez comme sport? Du vélo. D'accord. Ah oui, avec lui? Non. Ça pourrait. À la salle. Pauline, pourquoi le sport quand on parle de bien-être des éleveurs? Pourquoi le ce sport? sujet-là Alors moi déjà particulièrement? Un déclic parce que je suis aussi éleveuse et tout est parti d'une tendinite à l'épaule et mes kinés et mes coachs sportifs m'ont dit tu ne fais pas assez de sport à côté de ce que tu fais dans la ferme, parce qu'il m'a expliqué que mon corps c'est mon outil de travail, si je l'entretiens pas en dehors de la ferme, c'est dans la ferme que j'aurai des douleurs. Donc c'est parti de là et j'ai décidé d'instaurer quotidiennement dès que je peux du sport, et on va le voir d'ailleurs dans ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, qu'on peut trouver des astuces et des moments pour faire du sport, notamment quand on trouve une barrière pour faire travailler le haut du corps. Ouais. Voilà. Alors il y a aussi, là les gens le voient derrière nous, des bonnes et des mauvaises postures. Enfin, d'abord commençons par les mauvaises. Oui. Il y a aussi des choses à savoir quand on travaille. Oui. Faut gainer, faut se positionner. Tout part de la sangle abdominale, effectivement. Donc plus on aura d'abdos, je ne sais pas si Thomas il a des abdos, mais je pense. Plus on en a, je vais pas me plaindre. Plus on en a, moins on aura mal au dos. Donc c'est vrai que travailler les abdominaux, c'est pas spontané chez l'humain, mais il faut savoir que quand on va serrer la glande, les abdominaux, on va moins souffrir du dos. Mais c'est pas instinctif. Donc il faut vraiment penser à chaque fois qu'on doit faire un effort, penser à notre dos droit, essayer de plutôt travailler les jambes que le dos et les lombaires notamment.
Donc il y a oui, tout un tas d'exercices à faire. Là, on doit faire quelques pompes après. Il y a d'autres exercices qu'on peut faire sur la ferme, ou toi tu recommandes quand même de prendre un temps en dehors de son travail, chez soi, à la salle, je sais pas. Honnêtement, c'est vraiment en fonction de ce que l'éleveur il peut se dégager comme temps. Alors en plus, il y a des éleveurs qui préfèrent les sports collectifs, qui préfèrent faire du sport en même temps que partager un moment convivial pour travailler un peu leur réseau et leur vie sociale, donc ça peut se comprendre aussi. Mais je pense que c'est en fonction de chacun, et il ne faut pas hésiter à se dire, le sport, c'est pas je dois m'enfermer dans une salle de sport et faire 1 heure de salle. On peut en trouver tout le temps, et c'est vrai que dans la vidéo là qu'on peut montrer, je suis en train de faire des pompes sur une barre de stall dans un box, et je pense que toute activité peut être gainée et réfléchie et prise avec conscience. Donc ça, c'est, je pense que se freiner en disant mais j'ai pas le temps, ou en tout cas j'ai pas les équipements pour, c'est faux. On a toujours un sac de sable à disposition, des seaux alléchés qui font 25 kilos. Bon, on peut commencer par des petits poids au début, mais en tout cas, cet environnement peut nous aider à entretenir notre corps. Merci beaucoup, Pauline. On va regarder une vidéo qui fait aussi écho au bien-être de l'éleveur tout de suite. C'est un sommet d'or, c'est une innovation en fait qui a eu un sommet d'or, et on retrouve tout de suite Vincent Motin qui nous montre cette innovation. C'est bon pour moi. Un poste à souder, une meuleuse, des pesons achetés 100 € sur internet, un mini ordinateur Raspberry et beaucoup de bon sens paysans sont à l'origine de ce sommet d'or, la balance connectée et surtout autonome pour peser les chevrettes. Naturellement, les chèvres sont très joueuses. Elles circulent donc librement dans la balance où elles sont identifiées grâce à leur boucle RFID. Chaque chèvre se pèse donc 10 à 100 fois par jour. Les chevrettes sont pesées parfois sur 2 pattes, ou alors 2 animaux passeront en même temps. C'est là qu'intervient un algorithme qui permet d'objectiver le poids moyen de chaque chevrette. Le poids de chaque animal est ensuite transmis par Wi-Fi sur le smartphone de l'éleveur. Par exemple, hier, le poids moyen du lot était de 9,1 kg pour un GMQ de 195 grammes. La balance fonctionne sur batterie, elle est simple à utiliser, on peut la déplacer tout seul. Cette innovation répond à un besoin du terrain. L'idée vient de Laurent Poulet, éleveur en Ardèche. Il voulait supprimer une tâche pénible. Il dispose désormais de données fiables pour gérer la reproduction et le sevrage de ses chevrettes. C'est donc un gain économique et un gain de temps. Laurent a réalisé la cage. Le concept a plu à l'entreprise de conseil en élevage Adis, qui a piloté l'ensemble du projet. L'Institut de l'élevage a participé à l'élaboration de l'algorithme et la coopérative Octéo a géré toute la partie électronique et informatique. Et le bien-être de l'éleveur, ça compte, parce que pour peser toutes ces chevrettes, il faut les porter individuellement. À la fin de la journée, c'est fatigant. L'outil enregistre également des animaux qui passeraient moins. Cette donnée peut permettre d'alerter l'éleveur sur un potentiel problème de santé. Bref, ça balance pas mal en Ardèche. Merci Vincent, et c'est vrai que porter des chevrettes, ça peut être aussi un exercice sportif. On passe à la rubrique suivante, la rubrique prévention avec Groupama et Jean-Rodolphe Chalessin. Bonjour Dorothée, bonjour Thomas. Bonjour Jean-Rodolphe. Bonjour Dorothée. Bienvenue sur ce plateau avec Thomas Cambezou. Bonjour Thomas. Toi, tu es chargé de prévention chez Groupama ici dans le secteur. Tout à fait. Alors Groupama, c'est sur 12 départements au niveau régional, dont le Puy-de-Dôme fait partie. Et effectivement, je suis en charge de tout ce qui est prévention des mobilités dans son ensemble, dont justement les engins agricoles. Et les engins agricoles. Alors, tu voulais nous soumettre quelques chiffres ou quelques questions sur le sujet, savoir si Thomas et moi on était au fait. Voilà, simplement une question simple. Là, on parle souvent de la ceinture de sécurité. Est-ce que vous savez combien de pourcentage d'agriculteurs mettent leur ceinture au volant de leur tracteur ?
Thomas, je me tourne vers toi. 0,5%. 5%. Mais c'est très bien, mais c'est 6%. Bravo, Thomas. Bravo. C'est quand même pas beaucoup par contre. Hein. Non, c'est pas beaucoup. Alors c'est vrai que chez Groupama, on insiste beaucoup sur le fait de porter la ceinture de sécurité, même si elle n'est pas obligatoire dans les champs. C'est vrai qu'en cas d'accident, notamment en renversement de tracteur, hein, ce qui correspond à la deuxième, enfin c'est la moitié des accidents mortels qu'on recense au volant d'un tracteur. Donc si vous avez une ceinture de sécurité, ça limite quand même ce risque de décéder au volant de votre tracteur. Donc c'est important. Porter une ceinture dans les champs, c'est pas intuitivement, c'est vrai que tu t'aurais l'idée toi de porter une ceinture quand tu es en tracteur dans un champ? Le problème, c'est on fait tellement d'aller-retour, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte. Que ça paraît à chaque fois, superflu. Je pense que c'est le gros point noir. Ouais. Après, au-delà de ça, bien sûr qu'il faut de la sécurité, bien sûr que. Ça t'étonne ces chiffres ou pas? Non, ça m'étonne pas, mais. Bien sûr qu'aujourd'hui, si ça devait m'arriver un accident au volant de mon tracteur, je pense que je serais heureux d'avoir la ceinture de sécurité. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ça serait beaucoup plus contraignant toutes les fois que j'utilise et que tout se passe bien qu'autre chose. Et oui, parce que justement, il y a un autre chiffre peut-être qui est intéressant de souligner, c'est que 75% des accidents se présentent dans les champs et non pas sur la route. Donc c'est vrai, je l'entendais tout à l'heure, mais les travaux, par exemple, en pente, effectivement, c'est une cause majeure de renversement. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est essentiel d'avoir la ceinture de sécurité. Mais j'entends ce que vous dites aussi sur le travail, le fait de remettre, d'enlever, mais c'est vrai que c'est important. Il y a aussi l'entretien du matériel, on n'y pense pas, mais ça peut être source aussi de gros problèmes. Oui, tout à fait. Il y a l'entretien régulier de la machine, des choses toutes simples auxquelles on ne pense pas toujours, mais le dépoussiérage, le fait aussi d'avoir dans la cabine du tracteur un extincteur pour mettre fin à un incendie si ça se produit, équiper son tracteur d'un pare-étincelle, voilà, c'est des petites choses. Par exemple, quand on fait aussi des manœuvres pour un bris de glace, quand on connaît le coût d'un sinistre, c'est 540 € par exemple, alors que ça peut être complètement évité avec une vitre de polycarbonate et éventuellement aussi refermer les rétroviseurs pendant les travaux. C'est des petites choses simples mais qui peuvent faire beaucoup. Alors comment on fait justement, parce que les arguments de Thomas sont quand même entendables, ça peut être vraiment très pénible de remettre tout le temps sa ceinture par exemple, comment on fait pour les convaincre quand même de changer de comportement, d'habitude en fait? Alors moi je suis convaincu de ça. J'ai vu une vidéo qui a été faite pour la MSA et Entraide qui montre un crash test avec une ceinture de sécurité ou sans ceinture de sécurité et on voit bien que les séquelles ne sont pas du tout les mêmes avec la ceinture de sécurité. Par exemple en 2022 on a recensé 255 accidents de tracteurs en conduisant, donc 40 mortels. Alors peut-être, j'ai pas les chiffres du nombre de personnes qui avaient la ceinture, mais il est fort probable qu'il y en ait beaucoup qui ne l'aient pas eu. Donc, et puis nous, en tant qu'assureurs, c'est vrai que dans les dossiers, on est confronté des fois aux enquêtes de gendarmerie, on a les photos, etc. Et quand on voit ce genre d'image, après on se dit il faut mettre sa ceinture de sécurité. Et une opération que tu fais, c'est très bien, c'est que tu prends le mal à la racine, j'allais dire, parce que tu sensibilises les jeunes à travers l'opération 10 de conduite agricole, qui est une opération de prévention auprès des lycéens en lycée agricole, rapidement. Oui, tout à fait. Donc le 10 de conduite agricole, c'est une opération de prévention de Groupama qui se fait en partenariat avec la police nationale. Et chaque année, depuis 1972, on sillonne en fait les MFR ou les lycées agricoles pour sensibiliser les jeunes à la conduite de tracteurs et de machines agricoles. Donc on a une partie théorique où il y a des questions sur la réglementation et une partie pratique où effectivement ils découvrent à côté d'un policier le maniement d'engins. Donc, des bons gestes. Voilà, exactement. Et du coup on les sensibilise dès le plus jeune âge pour leur faire prendre les bons réflexes. Et depuis 1972, c'est 500 000 personnes, enfin 500 000 élèves qui ont été formés. Merci beaucoup Jean-Rodolphe. Mais de rien, merci à vous de votre accueil. Merci. Et on va tout de suite accueillir Blandine pour parler énergie.
Voilà, on retrouve Blandine Tuel comme chaque jour ici au sommet de l'élevage, accompagnée cette fois d'un collègue à toi, Blandine. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Et ben donc une fois n'est pas coutume, je viens accompagner donc de Vincent Dufaux, mon collaborateur chez ActAgriPlus. ActAgriPlus est un cabinet de conseil en stratégie, donc transition agroécologique, et on mène sur toute la France un peu plus de 300 projets en agri-PV. Et donc j'ai demandé à Vincent vraiment de nous expliquer un petit peu, au vu de tous les projets que nous accompagnons, en quoi réellement un éleveur doit se préoccuper pour monter un projet agri-PV. Merci Blandine. Aujourd'hui, quand on accompagne un projet agrivoltaïque et on accompagne donc des énergéticiens et des agriculteurs qui souhaitent monter ensemble un projet agricole qui va justifier de la pose de panneaux solaires sur une parcelle et non pas sur un bâtiment directement. Et pour faire ce travail-là, la première chose à bien regarder et à bien cadrer, c'est le projet agricole de l'exploitant. C'est-à-dire sa vision à moyen terme sur son exploitation, des principaux enjeux et de comment il veut y répondre. Est-ce qu'il y a un sujet de transmission, par exemple ? Oui, alors tout à fait. Parfois, on entend dire que les projets agri-PV sont aussi des outils pour aider au renouvellement des générations. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors ça peut être un outil formidable, mais il faut faire attention à ce que la rentabilité de l'exploitation, qui est d'abord un outil de production et un outil économique pour l'agriculteur, ne repose pas uniquement là-dessus. Il faut que l'exploitation reste viable de par son activité agricole. Alors, les projets agri-PV, on peut pas forcément en faire partout. Alors, on a échangé un petit peu donc, avec Thomas sur la Corrèze. Oui. Effectivement, toi, tu en mettrais où prioritairement, en fait, si tu devais te poser la question de mettre un projet agri-PV sur ton exploitation ? Alors, comme on a pu en discuter, ce serait peut-être des zones non accessibles aux tracteurs, tout ce qui est mécanisable. On va dire que sur la Corrèze, nous, à partir du moment où on a un terrain qui est viable, on veut pouvoir le travailler. Et c'est vrai que si à partir de ce moment-là, on met des panneaux sur ce secteur, ça devient de plus en plus compliqué. Le contourner, maintenant l'évolution du matériel, la hauteur, la largeur. Je veux dire, aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, on serait plutôt sur des zones de pente, des zones où l'accessibilité de la mécanisation peut être plus faible et qui permettrait de pouvoir retirer un maximum sur ces zones-là de moyens financiers pour pouvoir rentabiliser tout ça, quoi. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas non plus en faire partout. Par contre, les projets agri-PV tels qu'on les monte actuellement prennent en compte réellement tous les besoins de l'agriculteur et notamment les largeurs et les dimensions des équipements font aussi qu'on peut aussi faucher sous panneaux. On a des panneaux qui sont fixes, d'autres donc des panneaux trackers, etc. On a une technologie qui avance beaucoup. Mais Vincent, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas notamment mettre des panneaux sur des pentes ? Aujourd'hui, on ne peut pas mettre des panneaux sur des pentes parce que ça supposerait d'avoir 2 rangées de pieux par panneau. Et ça, c'est pas possible parce que ça veut dire que tout l'espace entre les 2 pieux, il ne peut pas être fauché. Il est difficilement accessible par les animaux qui ne peuvent pas aller y pâturer. C'est ce qu'on appelle du bipieux et c'est pas vraiment de l'agrivoltaïsme. Donc on est sur un seul pieu qui est un pieu battu, c'est-à-dire enfoncé profondément dans le sol, mais on essaie de ne pas bétonner pour le rendre à l'agriculture plus facilement 40 ans après. Mais c'est vrai que ça, sur des terrains avec une pente à plus d'une dizaine de %, ça devient beaucoup plus compliqué à mettre en place. Pour revenir sur ce que disait Thomas qui est hyper intéressant, c'est vrai qu'on va vraiment chercher d'abord à aller sur des terres avec des potentiels un peu plus faibles, des potentiels un peu moindres, parce que on n'est pas certain de ne pas impacter l'agriculture si on met des panneaux avec des terres qui crachent fort sur des céréales ou des terres qui ont des très bons rendements. Mais par contre, ce qu'on essaie quand même vraiment de faire aujourd'hui, c'est avant de regarder de limiter un impact qu'on aurait éventuellement, il faut d'abord qu'on apporte un service. C'est pour ça que ce soit sur des cultures où il y a régulièrement des problèmes d'échaudage, par exemple, que ce soit sur de l'élevage, où on a des problèmes de bien-être avec des animaux qui, à cause des chaleurs, sont pas bien pendant les périodes où les vaches sont pleines, par exemple, on va vraiment se concentrer sur le service qu'on apporte. Et c'est la première chose qu'il faut bien comprendre aussi sur un projet agrivoltaïque. Merci beaucoup Vincent et Blandine. Blandine, on te retrouve demain pour notre dernière émission. Merci beaucoup. On va accueillir maintenant une éleveuse ovine. Donc une fois n'est pas coutume non plus, Anne Godard, qui viendra dans cette rubrique, donc 100% environnement. Merci beaucoup. Bonjour Anne. Bonjour Dorothée, bonjour
Thomas. Bon, bienvenue sur ce plateau. Je le disais, tu es éleveuse ovine. En fait, tu es en cours d'installation donc l'année prochaine, un peu comme Thomas en fait, sauf que tu connais très bien le métier, que tu as déjà pratiqué au moins 8 ans. Et tu es ici pour nous parler d'un projet dans lequel tu es engagé, qui s'appelle The Shift Project. Donc c'est un peu spécial, d'abord c'est un sacré anglicisme. Et faut connaître, est-ce que tu pourrais nous faire le Shift Project pour les nuls en 30 secondes? En 30 secondes, et bon, on va essayer d'être efficace. Donc le Shift Project, c'est un think tank, un espace de réflexion qui a émané de plusieurs grandes entreprises françaises et qui est présidé par Jean-Marc Jancovici. Donc ce Shift Project a pour objectif de donner des chiffres à connaître sur la décarbonation, enfin d'abord sur l'empreinte carbone, puis la décarbonation de la société française. Et cette année, ils ont souhaité travailler sur le secteur agricole et l'année prochaine le secteur alimentaire. Voilà. Et donc à côté de cette association The Shift Project, il y a une deuxième association qui est l'association des shifters que je représente aujourd'hui. Voilà, on est 25 000 bénévoles et en fait on apporte notre expertise et notre connaissance en tant que citoyen, en tant que professionnel voilà, aussi, et en tant que professionnel, voilà, pour le secteur agricole, puisque moi c'est ce qui m'a amené à devenir shifteuse. En fait, ce que j'ai apprécié dans le Shift Project, c'est qu'ils ont un esprit collaboratif, donc ils arrivent avec une certaine expertise, mais il y a des scientifiques quand même, il y a des universitaires, des scientifiques. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir un apport scientifique avec des chiffres qui sont solides scientifiquement. Et ils vont chercher quand même les retours terrain et ces retours terrain sont confirmés scientifiquement derrière par des experts, les différents instituts qu'on a, l'Institut de l'élevage puisqu'on est au sommet de l'élevage par exemple. Voilà, pour parler carbone et résilience par rapport au climat, donc on est sur de la décarbonation. Enfin, en fait l'agriculture a comme capacité, c'est de produire de l'énergie et de faire de la captation de carbone, mais en même temps elle est fortement dépendante aux énergies fossiles, notamment avec les carburants par rapport à la mécanisation ou la construction des bâtiments, etc. Et aussi, elle est émettrice de carbone avec, bon, ce qui est pointé, évidemment, c'est le méthane par rapport aux ruminants. Donc il y a ce double aspect. Voilà, il y a un double aspect. Et en même temps, c'est grâce à ces ruminants qu'on a ce puits de carbone que sont les prairies permanentes, que sont les prairies même temporaires. Donc rien n'est simple. Voilà, rien n'est simple. Et c'est tout l'intérêt aussi de ce rapport, c'est de montrer la complexité. Et en fait, le Shift Project n'arrive pas en donneur de leçons, mais veut vraiment apprendre du terrain, de ce qui est déjà mis en place en fait au sein des élevages, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font au niveau résilience par rapport au climat, mais aussi par rapport au carbone, pour faire remonter tout ça, apporter scientifiquement les preuves et le faire connaître, que ce soit aux politiques, aux médias, etc., et aux à éleveurs. Tout le monde finalement. Thomas, voilà. Ça te parle le Shift Project? Est-ce que tu as compris du coup ce qu'a dit Anne? On va voir. Pour le moment, pas trop. L'idée d'avoir un rapport comme ça très scientifique, mais quand même qui s'appuie sur l'expérience des éleveurs, finalement, ça te paraît être un projet plutôt cohérent pour toi? Oui, je pense, oui. C'est bien de s'intéresser aux éleveurs pour essayer de chiffrer un peu tout ce qui est produit. Tu te sens un peu loin des fois de certains rapports qui peuvent être quand même particulièrement abstraits, en fait, quand on n'est pas soi-même scientifique, universitaire? Oui, ouais. Très loin, très loin. Alors justement, là, l'idée, c'est qu'il y a un rapport qui va sortir le 28 novembre, que vous avez sorti un pré-rapport en juin et que justement c'est tout le temps là, on est encore dans ce temps-là, voilà, de confrontation aux éleveurs, et c'est aussi ce que vous proposez là sur le sommet c'est ce qu'on attend, c'est effectivement d'avoir ce retour d'expérience chez les éleveurs, qu'est-ce qu'ils font chez eux, parce qu'ils sont et je suis aussi première à subir le climat et du coup à devoir faire avec au sein de ma production, donc moi les ovins viande, mais pour Thomas les bovins viande, et du coup c'est voilà, qu'est-ce qu'on met en place, qui existe et qu'est-ce qui marche, et puis quelles sont les questions qu'on se pose pour la suite, parce que les échéances à venir, c'est vrai que ça pose question, que ce soit les aléas climatiques, mais aussi peut-être des pénuries à venir en termes d'énergie fossile, donc comment on va pouvoir fonctionner, comment on va continuer à produire pour nourrir les autres, mais aussi nous pour vivre de votre métier, voilà, de notre et métier. Moins émettre éventuellement. Voilà. Et donc alors... là, le fait de pouvoir échanger sur notre stand au niveau du hall d'accueil, ça permet en fait d'avoir ce retour du terrain, les questions que chacun se pose et en même temps déjà les expériences que certains ont mis en place chez eux pour pallier à tout ça. Alors comment on fait justement quand on est comme toi, éleveuse ovine, donc orientée pastoralisme, comme Thomas, bovin en Corrèze, comme d'autres qui sont laitiers en Normandie, les réalités sont quand même extrêmement différentes entre les uns et les autres. Il y a quand même une possibilité de trouver des orientations communes? Oui, alors il y a à la fois des orientations communes et à la fois en tant qu'éleveur, on est vraiment expert de notre exploitation.
Donc en fait, c'est connaître les leviers qui existent et voir ce que nous, on peut mettre en place sur notre exploitation. Il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en place tout de suite et il y a des choses qui vont être sur du moyen terme et il y a des choses, nous, on ne pourra pas le faire. Par contre, le voisin, lui, dans son contexte de travail, pourra peut-être le faire. Voilà, donc c'est en fait bien connaître et c'est aussi ce que souhaite faire le Shift Project, c'est de pouvoir, et les shifters, de relayer en fait ces données. Oui, il pleut, du coup ça fait un peu de bruit. Oui, il pleut, ça fait pas mal de bruit, c'est ce que j'allais dire, c'est la pluie là qui s'abat sur le sommet. Une bonne petite averse. Voilà, en fait oui, c'est de connaître les leviers qui existent et puis d'échanger entre nous, éleveurs, et puis pour voir ce qu'on peut mettre chacun en place et aller dans le sens de la décarbonation de nos structures et en même temps de capter du carbone et avoir une bonne résilience au climat. Très bien, du coup Anne, on te retrouve toi et tes collègues shifters dans le hall d'accueil sur le stand où vous pouvez aller discuter pour prendre connaissance de ce rapport du Shift Project, de ce que vous pouvez faire sur votre ferme ou ce que vous faites déjà. Merci beaucoup Anne pour ta venue. Merci, un grand merci Thomas pour ta venue aujourd'hui, d'avoir partagé avec nous cette émission.